Les obsèques de la petite Angélique auront lieu ce samedi. Le suspect qui est passé aux aveux est écroué. Sa femme est effondrée. Ce soir, sa meilleure amie témoigne sur BFM TV. Elle affirme notamment que le meurtrier présumé a menti sur son passé. De lui, on ne connaît que cette photo, celle d'un père de famille de 45 ans, souriant. Mais qui est vraiment David Rameau, l'homme qui a avoué le meurtre de la jeune Angélique? Nous avons pu rencontrer une amie de l'épouse de David Rameau. Elle connaît le couple depuis une dizaine d'années. Jamais, selon elle, David Rameau n'avait laissé transparaître sa face cachée de prédateur sexuel. Je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais vu s'énerver, jamais vu disputer ses enfants, il s'énervait jamais. Et il n'y a même pas de sentiment de trahison, de dégoût, de peur, parce que j'ai déjà été seul avec lui. On faisait la route, on conduisait les enfants, et on venait boire un café à la maison, ou moi j'allais boire un café chez lui. C'est épeurant. C'est vraiment un sentiment de trahison, de dégoût, de honte. Honte d'avoir pu être ami avec lui, quoi. À l'âge de 21 ans, David Rameau est condamné pour viol sur mineur et 2 agressions sexuelles. Il purge alors 6 années de prison. A-t-il sciemment caché ce passé judiciaire à son entourage? Sa propre femme, mariée avec lui depuis 16 ans, était-elle au courant? Selon cet ami du couple, David Rameau n'avait pas tout dit à son épouse. Elle connaissait donc une partie du passé de son époux, qui était qu'il avait fait de la prison en étant jeune, car il avait violé une femme, pas un enfant, dans ce qu'il lui avait dit, et que il était sous l'influence de l'alcool avec des copains. C'était un délire débile, mais un délire de copains. Voilà, il s'était fait embarquer dans cette bêtise-là. Il m'a dit, si j'avais vraiment su tout ce qui s'était passé, les viols, les agressions, l'enfant, les armes, toutes ces choses-là, elle m'a dit, j'aurais pris mes jambes à mon cou, je serais parti, je ne me serais pas marié avec un homme pareil. Il m'a dit, c'était tout, c'était fini le jour où il m'avait dit ça. Le mercredi 25 avril, lorsque David Rameau ramène chez lui la jeune Angélique, 13 ans, il est seul à son domicile. Sa femme et ses 2 enfants sont en vacances. Selon le procureur, il la viole puis l'étrangle avant de cacher son corps dans cette forêt. Le lendemain, le chauffeur de bus part travailler comme tous les jours. Il ne laisse rien paraître. Personnellement, je l'avais croisé jeudi. Oui, il paraissait comme d'habitude, quoi. Enfin, du moins, moi, j'ai pas décelé, comme on est énormément chez nous, donc j'ai pas décelé une attitude suspecte. Apparemment, il y en a qui disent qu'ils espéraient qu'on retrouve la personne qui l'a enlevé. Après sa journée de travail ce jeudi-là, David Rameau retrouve chez lui sa femme. Elle vient de rentrer de vacances. Le couple évoque alors la disparition d'Angélique. La famille connaît bien celle de la jeune fille. Ils habitaient dans la même résidence il y a encore 2 ans. Et leur aîné, du même âge qu'Angélique, jouait souvent avec elle dans ce parc. Voilà donc l'épouse qui parle avec son mari de la disparition d'Angélique, sans savoir qu'il est le meurtrier. Elle est rentrée du soir et on a parlé tout simplement à son époux, qui lui a dit ne pas être au courant et être choqué aussi que cette petite fille soit plus là, quoi. Et elle a trouvé son mari totalement normal, il n'y avait rien prévisible, rien du tout, la maison était normale, il n'y avait rien du tout. La seule chose qu'il lui a dit, c'est que forcément, par rapport à son passé, il s'attendait à être arrêté et à être entendu. Donc elle lui a dit que oui, forcément, que ça allait arriver, mais que comme il n'avait rien à se reprocher, c'est tout, il allait être entendu et qu'il ressortirait après. Le samedi, les enquêteurs viennent chercher David Rameau sur son lieu de travail. Sa femme ne s'inquiète pas. Elle est entendue aussi par la police, mais séparément. Puis elle est libérée. Lui non, mais bon, après, toujours pareil, hein, jusque-là, ça lui paraissait normal. Et dimanche matin, comme tout le reste de Vambrechy, comme tout le monde, on a découvert à la télé que la personne qui avait été arrêtée était vraiment la personne qui avait fait du mal à Angélique. Donc elle a découvert
Elle a découvert cette nouvelle atroce comme tout le reste du monde. Sa femme se dit aujourd'hui effondrée et refuse de parler à son mari en détention provisoire. David Rameau, lui, aurait exprimé des regrets selon son avocat. Dans des lettres adressées à sa famille, il évoque ses troubles, ses pulsions et des choses qui sont en désordre dans sa vie. Mis en examen pour séquestration, viol et meurtre d'un mineur de moins de 15 ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La politique avec un duel à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État a dénoncé les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation qu'il qualifie de pyromanes indignés. Le patron de la France Insoumise n'a pas apprécié, jugeant indignes les propos du président. Gaël Giordana. Même à 17 000 km de Paris, lorsqu'il finit son déplacement en Australie, Emmanuel Macron évoque ces images du 1er mai. Hors caméra, il tacle certains politiques. Les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation, c'est leur faute. Il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer la partie démocratique. Ils n'ont jamais accepté la défaite. Emmanuel Macron les compare à des pyromanes indignés. Mais qui sont ces élus visés par le chef de l'État ? Il apporte quelques précisions. Ceux qui ne croient à la démocratie que quand ils gagnent. Ceux qui proposent des manifestations ou des fêtes. Sans les nommer, Emmanuel Macron s'adresse aux élus de la France Insoumise. Samedi prochain, le mouvement organise une manifestation appelée la fête à Macron. Et on va faire une série de prises de parole, de musique et tout ça, dans un premier temps, avant le départ de la manif avec des chars. La fête à Macron, l'expression est ambiguë et ça choque le président. À Paris, Jean-Luc Mélenchon, le patron des députés insoumis, lui répond. C'est pas digne de sa part de faire ça. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui croit dans ce pays que, après m'avoir entendu parler, quelqu'un se dit « Tiens, je vais sortir aller casser un McDo ». Tout ça est absurde. Et comment peut-il croire que les Français soient assez stupides pour le croire lui? Non, bien sûr, personne ne le croira. Un duel à distance où chacun y trouve son intérêt. Donc c'est une façon pour le président de la République de nous dire, au fond, la seule opposition qui existe face à moi et qui fait parler d'elle est une opposition trop radicale et qui va trop loin. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment tout bénéfice d'être présenté comme le leader de l'opposition, celui qui incarne mais qui organise aussi, qui souhaite organiser le combat contre le président de la République. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien, puisque quand on demande aux Français qui est le principal opposant à Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon qui répond. Le parcours de la fête à Macron devait initialement partir du Louvre, lieu où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire l'an dernier. Après les débordements du 1er mai, le cortège partira finalement de l'Opéra. Selon les organisateurs, 200 personnes doivent en assurer la sécurité. Bonsoir Virginie Huguet. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédactrice en chef adjointe du service politique de Paris Match. C'est ça, c'est un duel à distance. C'est très personnalisé d'ailleurs, ce à quoi on assiste, j'ai l'impression. Tout à l'heure, j'entendais que finalement le parcours partira de l'opéra. C'est une forme d'opéra bouffe à laquelle ils se livrent tous les deux. Ils se choisissent, ils se regardent, ils s'aiment, ils se renvoient la balle avec délectation, j'allais dire gourmandise. Emmanuel Macron est très content de parler directement au président de la République. Et le président de la République est très content d'avoir comme seul opposant quelqu'un dont il sait pertinemment qu'il sera quasiment hors jeu lors de la prochaine présidentielle, parce que Mélenchon aura quasiment 71 ans. Donc c'est un jeu qui, pour l'instant, est sans risque, qui est à coup nul, mais si ça dure, ça risque d'épuiser et les électeurs d'Emmanuel Macron et d'exacerber le reste de l'opposition qui pourrait se dire que malgré tout quand même, il est temps qu'elle se réveille parce que dans tout ça, elle n'existe pas. C'est ça, étouffer l'opposition, les corps intermédiaires également. Jean-Luc Mélenchon, lui, ça l'arrange. Les partis squeezés, ça fait son affaire, évidemment. Vous l'avez dit, ça va sûrement se réveiller à un moment ou à un autre. Comment il procède ? Par provocation, lui aussi, par agitation systématique. Il avait dit en avril dans Libération
quand Emmanuel Macron bouge, je bouge, en gros. Oui, et il avait parlé d'une guerre de mouvement. Mais tous les deux, finalement, je ne dirais pas qu'ils se ressemblent, mais presque. Ils ont cette idée que le pouvoir doit être incarné. Alors Emmanuel Macron est à l'Élysée et il a toute légitimité à l'incarner, mais il l'incarne d'une façon assez solitaire et assez autoritaire. Et Mélenchon, il a exactement la même idée du pouvoir. S'il avait été élu, ce qui était son rêve absolu, et il a été extrêmement déçu d'avoir loupé la marche, il l'aurait incarné de façon tout aussi autoritaire et solitaire. Donc ils se comprennent très bien dans leur façon d'exercer chacun leur pouvoir, sauf qu'il y en a un qui est dans l'opposition et l'autre qui est président de la République. Mais ils sont assez raccords sur ce terrain-là. Donc ils se parlent assez facilement, ils se jouent un jeu auquel ils savent que pour l'instant l'un et l'autre sortent gagnants. Ouais. Et pour Emmanuel Macron, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Il y a une opposition composée d'extrémistes, en tout cas pour l'instant, c'est celle qui est la plus visible, la plus audible. N'est-ce pas finalement ce dont Emmanuel Macron rêvait il y a un an, osait rêver il y a un an? Une opposition qui ne risque pas d'arriver au pouvoir. Parce que l'autre opposition dont il ne parle jamais, et dont évidemment Jean-Luc Mélenchon ne parle jamais, c'est le Front National. Mais c'est au Front National, contre le Front National, qu'il était au second tour la dernière fois, pas contre Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon n'était même pas à la 3e marche, il était à la 4e marche. Donc il ne faut pas oublier le rapport de force. Et les électeurs du Front National, ils existent encore. Marine Le Pen a du mal aujourd'hui à imposer sa crédibilité, encore que sur la loi asile et immigration, elle s'est refait une petite santé, et que les Européennes pourraient lui donner aussi l'occasion de faire un score, somme toute, non négligeable. Si elle revient dans le paysage politique, ça sera autrement plus compliqué pour Emmanuel Macron, parce que là, c'est quelqu'un qui peut arriver de nouveau au second tour, alors que Jean-Luc Mélenchon, à l'heure d'aujourd'hui, il est dans une opposition extrêmement radicale, mais dans une opposition qui, par sa radicalité, pourrait rester, somme toute, marginale. On le voit bien dans les sondages où il stagne. Juste d'un mot, Virginie Leguet, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a dit Jean-Luc Mélenchon n'a pas accepté le résultat des urnes. C'est comme ça qu'on doit le traduire aujourd'hui? On peut dire la même chose. Oui, il a été très amer, Jean-Luc Mélenchon. Il y croyait vraiment. Et il croyait vraiment que cette fois-ci, il allait franchir la marche. Et il le croyait d'autant plus que la dernière fois déjà, la précédente présidentielle, il avait fait une belle campagne. Là, il a fait une campagne qui était vraiment un objet politique extrêmement réussi. Et il a senti, au fil des semaines, la mayonnaise prendre de plus en plus. Donc il y a vraiment cru. Il s'est peut-être aussi raconté des histoires. Mais en politique, il faut bien se raconter des histoires pour aller jusqu'au pouvoir. Et il est tombé de haut. Et c'est vrai que son orgueil en a pris un coup. Surtout que, je le répète, la prochaine fois, il risque de ne pas pouvoir mener campagne. Il aura presque 71 ans en 2022. Merci beaucoup Virginie Leguet pour votre analyse. Ce soir, on va se retrouver, nous, dans un petit instant. Les obsèques de la petite Angélique, elles auront lieu samedi. Le suspect qui est passé aux aveux est écroué, sa femme est effondrée. Ce soir, c'est la meilleure amie du couple qui s'est livrée à BFM TV. Témoignage à retrouver dans 5 minutes. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Fraîchement moulu dans son écrin de fibres naturelles, ce café a été récolté dans le respect de la biodiversité à la main par les petits producteurs. Chez Malongo, nous torréfions lentement, à l'ancienne, afin de préserver le goût unique de nos cafés. Sans aluminium, nos doses en papier respectent l'homme et la nature. C'est ça notre engagement. Le cœur des hommes bat dans Malongo. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James avec Renault Capture. Le Signal avec Renault Kadjar. Le Collectionneur avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Range ta chambre, chaton. Je vends les choses que mes enfants n'utilisent plus sur Vinted. Télécharge l'application, prends une photo, ajoute ton article et vends. Le meilleur dans tout ça, tu vends sans frais sur Vinted. Grâce à Vinted, tu gagnes de l'argent et tu fais de la place dans ta maison. Commence à vendre dès maintenant. Télécharge gratuitement l'application Vinted. Ils ne l'utilisent pas, vends-le. Shen Yun fait revivre la grandeur et la beauté d'une civilisation perdue. Un monde de splendeur où les légendes reprennent vie. Découvrez la danse classique chinoise à Paris au Palais des Congrès les 6 et 7 avril et les 4, 5, 6 mai 2018.
Réservez sur chaignon.com/fr 0805 386 386. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives. Pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra Aloe Vera peau sensible de So Bioéthique. Le pilotage sera toujours de votre âge. Rendez-vous dans l'aéroclub le plus proche de chez vous et sur enviedepiloter.fr. 600 aéroclubs vous ouvrent leurs portes. Devenir pilote, ce n'est pas une idée en l'air. Optez pour l'efficacité du nettoyeur haute pression Parkside. Grâce à sa pression de 135 bars, nettoyant en profondeur vos façades, voitures et dalles de jardin. Facile à transporter, léger et puissant, il s'adapte à vos surfaces grâce à ses nombreux accessoires. Nettoyeur haute pression Parkside, 74,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Pour la plupart des gens, les hémophiles sont en danger quand ils se blessent parce que leur sang ne coagule pas de façon normale. C'est vrai, mais pour les hémophiles, tout au long de leur vie, le vrai problème, ce sont les saignements internes. Ceux qu'on ne voit pas, mais que eux ressentent dans leurs articulations. Ces saignements articulaires peuvent être extrêmement douloureux. Ils participent à la dégradation des articulations, ils peuvent empêcher les hémophiles de pratiquer un sport et plus tard, une activité physique. L'état articulaire est l'enjeu de tous les hémophiles. Il est essentiel de surveiller ces articulations et de les faire surveiller régulièrement. Rendez-vous aux hémophiles et à ceux qui les soignent sur hémophilesenmouvement.fr. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Il est 22h30, si vous nous rejoignez en direct sur BFM TV. Les titres de ce jeudi soir: la petite Angélique violée et tuée le 25 avril dernier sera inhumée samedi à Vambrechy. Une amie du couple a accepté de répondre à nos questions. Elle raconte le choc que vit cette femme trompée qui ne savait pas que son mari avait auparavant violé une mineure. C'est le grand angle de cette édition à 22h15. Macron-Mélenchon, la bataille a commencé 2 jours après les débordements du 1er mai. Le président pointe la responsabilité de la France insoumise dans la banalisation d'un discours de haine. La France insoumise réplique et voit dans la charge présidentielle un coup de menton d'un président ne supportant pas la contradiction. Danielle Simonet, oratrice nationale France insoumise, nous rejoint dans un petit instant, ainsi que Bruno Jeudi. François Hollande, où la vie d'après, les caméras de BFM TV ont suivi l'ancien président pendant 3 mois en France et à l'étranger. Comment vit-il? A-t-il des regrets? Est-ce que le pouvoir lui manque? Document exclusif à retrouver à 22h40. François Hollande qui était également l'invité tout à l'heure de Routel Krief. Vous l'entendrez. Les obsèques de la petite Angélique auront lieu samedi. Le suspect qui est passé aux aveux est écroué et sa femme est effondrée. Sa meilleure amie témoigne sur BFM TV. Elle a accepté de répondre à nos questions. Elle affirme notamment que le meurtrier présumé a menti sur son passé. Là, elle est au fond du trou. Donc elle était dans le train du jeudi et elle s'est intéressée aux informations. Et c'est là qu'elle a découvert qu'une petite fille de Vambrechy avait disparu. Et elle est rentrée du soir et on a parlé tout simplement à son époux qui lui a dit ne pas être au courant et être choqué aussi que cette petite fille soit plus là, quoi. Les policiers ne l'ont pas appelée pour la prévenir, quoi que ce soit, elle l'a su comme nous. Que le suspect qu'ils avaient arrêté et qu'ils interrogeaient depuis tout le samedi, de la nuit, tout ça, avait avoué et qu'il avait conduit les policiers sur le lieu où ils ont retrouvé Angélique. Donc là... Voilà, son univers s'est effondré. C'est très bizarre parce que j'ai un peu honte de le décrire de cette façon-là. Mais c'était quelqu'un de souriant, de très calme, de très posé, de très agréable. Il disait toujours bonjour, toujours le sourire au visage. Et je ne l'ai jamais vu en colère. C'est vraiment un sentiment de trahison, de dégoût, de honte. Honte d'avoir pu être amie avec lui, quoi.
Des propos recueillis par Kelly Lafin avec Clémence Dièche. Un duel à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État a dénoncé les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation qu'il qualifie de pyromane indigné. Le patron de la France Insoumise n'a pas apprécié. On écoute la réplique de Jean-Luc Mélenchon. On en parle juste après avec notre invité. C'est pas digne de sa part de faire ça pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. S'opposer, c'est normal quand on ne pense pas la même chose. Donc on sait ce qu'on fait au Parlement, dans la manifestation et ainsi de suite. Où est le problème? Alors il nous accuse et il veut nous confondre avec les violents. Nous condamnons les stratégies de violence, on s'est déjà expliqué sur le sujet, non seulement parce qu'elles ne mènent à rien, mais parce qu'elles récupèrent politiquement ce que nous faisons. Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes oratrice nationale France Insoumise. Merci d'être avec nous. Bruno Jeudi nous a rejoint également. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dit que Jean-Luc Mélenchon n'a pas accepté le résultat des urnes. Bon, on peut dire aussi que M. Macron n'accepte pas la démocratie en n'acceptant pas qu'il y ait une opposition dans ce pays, à la fois à l'Assemblée nationale avec le groupe de députés La France Insoumise et surtout dans le peuple. Parce que sa politique, elle est totalement impopulaire. Il a certes gagné l'élection, mais dans les conditions que l'on connaît, avec une adhésion à son programme extrêmement faible au premier tour et au deuxième tour pour faire barrage au Front National. Mais depuis sa politique qui sert finalement les intérêts des... Je dirais, c'est même pas les 10% les plus riches, ça va même... C'est encore... plus petit, la portion congrue. Sa dernière mesure qu'il a annoncée, c'est les exit tax. C'est vraiment encore un cadeau aux évadés fiscaux. Après avoir fait les poches des retraités, de casser les services publics les uns après les autres. Mais vous ne répondez pas à ma question. Là, on est dans un duel à distance. On a l'impression qu'ils sont bien contents finalement de se retrouver en opposition directe, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, il a aussi intérêt à marginaliser toute forme de concurrence au PS, le reste de la gauche. C'est ce qu'il fait là, il isole les autres. Écoutez, je pense que les autres se sont isolés d'eux-mêmes, non? Je pense que le Parti socialiste, par la politique qu'il a menée, finalement a préparé de toute façon la venue, l'arrivée au pouvoir de Macron, qui a accentué la politique de Hollande et de Sarkozy précédemment. Et je pense que les citoyennes et les citoyens sont en train de comprendre vraiment la logique de cette politique qui est à l'œuvre. Et vous verrez le 5 mai, samedi, pour cette fête à Macron, qu'on veut une marche populaire qui est initiée et que nous soutenons, je pense, verra la convergence de beaucoup de colères. On va voir l'affiche, si vous le voulez bien, l'affiche de la fête à Macron, avec, on la montre et on la remonte, mais parce qu'elle est intéressante à décrypter avec le titre, bien sûr. Et les légumes. Et les légumes lancés avec élan, qui rappelle le jet de pavé, bien entendu. Mais justement, elle appelle, oui ou non, à la violence, cette Non, affiche. c'est l'inverse. Est-ce que vous connaissez le graphisme de Banksy qui reprenait justement en tag, il reprenait justement cette image de quelqu'un où on a l'impression qu'il va lancer un cocktail Molotov et à la place c'est un bouquet de fleurs. Je pense que cette affiche elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre au contraire qu'il faut être non violent. Si on veut se faire entendre, il faut que ce soit une fête populaire avec des fanfares, avec on y met de l'humour contestataire, mais nous sommes déterminés. Et donc il invite cette manifestation, elle invite à la détermination, mais avec l'humour. Danielle Simonet, on est 2 jours quand même après les débordements en marge de la manifestation du 1er mai qui aurait pu être dramatique, il y aurait pu y avoir des victimes bien plus lourdes. Un geste peut en rappeler un autre, non? Le jet de pavé. Non, justement, c'est l'inverse. Non, un geste ne peut pas en rappeler un autre. Vous pouvez avoir peur de la violence du persil et du pot-au-feu. Vous pouvez avoir peur de la violence du persil et du pot-au-feu. Non, là, c'est justement l'inverse. D'abord, cette affiche, elle est antérieure. Et justement, c'est l'inverse. C'est exactement comme ce détournement, je vous dis, de cet artiste. Ça n'est pas par la violence que nous ferons entendre nos convictions. Au contraire, c'est ce que vous martelez là depuis par la détermination des convictions. Et on a toujours fait le pari justement de l'humour. Et je pense qu'on a besoin de ça. Et cette affiche, je la trouve très forte là-dessus. Parce que justement, elle montre un jet de légumes et pas un jet de cocktail Molotov. Est-ce qu'on peut croire effectivement, Bruno Jeudi, qu'on est finalement dans une logique complètement pacifique, complètement constructive? Nous avons toujours, nous, défendu le pacifisme. Vous savez, la violence, on l'a subie. Le 23 septembre, quand nous avons fait une marche, France Insoumise et un meeting, nous avons été attaqués. Monsieur Macron ne s'était absolument pas ému de la situation.
Bruno Jeudi, il y a possiblement une double lecture aujourd'hui, une ambiguïté. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, après son tweet ambigu le 1er mai, le soir, rejetant la responsabilité de la casse sur l'extrême droite, le lendemain, il a corrigé le tir et condamné la violence, condamné les violents, pour reprendre son mot. Il faut, si on prend sur la durée un peu, il y a quand même une ambiguïté qui est cultivée à dessein, où justement, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours condamné comme sans doute il le fallait. Et du coup, il y a cette ambiguïté. À quel moment L'affiche, moi, à quel je pense, moment il a été Daniel ambigu Simonet, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est vrai, on peut se dire, il y a un côté festif. En même temps, dans le contexte qu'il y a actuellement, de tensions, de black blocs qui sont très présents. Vous avez peur des légumes? Mais l'expression la fête à Macron, on peut la prendre aussi dans un autre sens, cette expression. C'est une expression, vous êtes d'accord? Les mots ont un sens. La fête à Macron, c'est aussi... Si je dis la fête à Daniel Simonet, c'est que j'ai peut-être aussi envie d'être plus véhément. Donc il y a quand même... ça peut attirer un public qui, dans ce type de manifestation, va avoir d'autres objectifs. Objectifs que d'être passif et faire un carnaval comme vous le dites. On est quand même Monsieur dans un contexte Macron est en train de faire la fête au peuple, parce que... Maintenant, je termine. Maintenant, je suis d'accord qu'on est aussi dans un jeu de rôle, qu'Emmanuel Macron s'en prend, sans citer Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis. C'est aussi une manière pour lui d'ouvrir une autre polémique et peut-être de passer sur celle qui a concerné... les 200 millions... Non. Les 200 000 euros, pardon. Les 1200 black blocs le 1er mai, qui ont pu pendant 3 quarts d'heure se livrer à de la casse dans les rues de Paris. Oui, il y a 2 polémiques qui gênent M. Macron. C'est à la fois donc la stratégie étonnante des donneurs d'ordre au niveau de la chaîne de commandement vis-à-vis des 800, 1200 black blocs. Étonnante, mais vous noterez qu'il n'y a que 3-4 blessés légers. On aurait pu... Oui, mais on les a laissés pendant 2 heures agir comme ils le souhaitaient. 3 quarts d'heure. Mais surtout... Le gros dossier, et j'espère que vous allez quand même en parler de manière plus approfondie, c'est quand même ces 200 000 euros de dépenses de campagne apparemment totalement sous-évaluées de M. Macron, avec également tous les scandales en cascade qu'il y a derrière et qui se dévoilent jour après jour. C'est un autre sujet. Non, parce que là, il y a quand même mais que M. Macron n'a pas trop envie qu'on gratte. Or, visiblement, il y a un vrai problème derrière ce dossier-là. Il détourne l'attention en pointant... Je vous pose la question à vous, pourquoi vous ne traitez pas ce sujet-là? On le traite en long, en large, en travers, Daniel Simonet. Là, simplement, il y a une échéance. On a eu mercredi 1er mai des débordements, des blessés, 1200 black blocs. On a une échéance samedi 5 mai à Opéra, cette fête à Macron. Avec cette affiche, et puis surtout ce duel à distance, parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé à répliquer à Emmanuel Macron, il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait. Donc nous, simplement, on commente cette action-réaction. L'attaque de M. Macron est quand même d'une indignité hallucinante. Donc on commente avec vous. Il n'accepte pas qu'il y ait une contestation dans ce pays. On commente avec vous cette action-réaction. Donc moi, ce que je voudrais comprendre avec vous aujourd'hui, c'est si vous êtes dans une logique purement constructive, pourquoi est-ce que vous appelez les jeunes à bloquer les facs? On a vu, entre autres, Éric Coquerel se rendre à Tolbiac. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas condamné Jean-Luc Mélenchon quand on a eu la caricature d'un président début avril à Nantes, même la pendaison d'un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron? Pourquoi est-ce qu'il y a ce laisser-faire sur ces attitudes et sur ces comportements? Non, écoutez, nous sommes profondément pacifiques et vraiment, moi j'invite toutes celles et ceux à participer à cette marche samedi, qui sera, je l'espère, une marche joyeuse mais déterminée. Parce qu'il faut que cela cesse, que M. Macron entende que les citoyennes et les citoyens ne veulent pas de sa politique qui a cassé le code du travail, qui est en train de mettre à mal l'ensemble des services publics, qui va à l'encontre des exigences écologiques. Pour laquelle ils ont voté quand même il y a un an, Madame Simonet. Une politique, vous savez, M. Macron... Et vous disiez qu'il était impopulaire au passage, c'est 45% des Français qui approuvent son action quand même. Ils ne sont... Vous avez l'air de passer ça rapidement. Vous avez 7 Français, voilà, et 7 sur 10, et 7 sur 10 qui souhaitent qu'il y ait une unité entre les forces syndicales et politiques et associatives pour pouvoir s'opposer
s'adresser à M. Macron, parce que cette politique ne va absolument pas dans le sens de l'intérêt général. Et donc, moi, je suis confiante, cette première étape de la manifestation de samedi, car il y aura d'autres rendez-vous, et je pense que le débat vraiment évolue dans les organisations syndicales, notamment, et je suis confiante pour qu'il y ait une convergence des luttes qui continuent à se construire dans ce pays. Merci Daniel Simonet. En tout cas, le rendez-vous est pris et vous nous avez livré le fond de votre pensée. On vous remercie d'être venu ce soir. On va regarder un reportage exclusif maintenant. François Hollande nous a ouvert les portes de sa nouvelle vie. Nos caméras l'ont même suivi pendant 3 mois. En France, à l'étranger, vous allez découvrir des images étonnantes de son intimité avec Julie Gaillet, les actions humanitaires de sa fondation, les conférences qu'il donne à l'étranger. Alors, comment vit-il? A-t-il des regrets? Quel regard sur son successeur? Enquête de Grégory Hérault. Stéphane Rouet de l'agence 1827 avec Julie Papet. Loin des ordres de la République, loin du protocole, retour à la réalité et à la normalité pour François Hollande. Ce jour-là, l'ex-président accompagne des personnes handicapées venues vivre l'expérience de la voltige. Elle a tout le parcours. Il n'est pas venu seul. Dans le cockpit de cet avion, sa compagne, Julie Gaillet. C'est le moment le plus difficile. Aujourd'hui, le couple ne se cache plus. Voilà, t'as réussi. Une étreinte devant notre caméra comme un symbole. La page de l'Élysée est bel et bien tournée. Il t'a bien fait descendre, hein, non? Attends, il faut que tu me tiennes un peu. Ça va? Ce que j'ai adoré, c'est au démarrage, j'ai piloté. Et les figures, non? Les figures, tu vois, là, je m'accroche un petit peu. François Hollande a retrouvé une liberté de tous les instants. Chef d'État, voltiger dans un biplace lui aurait été interdit. Désormais, il a le choix de se prêter au jeu. Au revoir. Tu auras mes dernières paroles comme ça. Avec un humour et une spontanéité qu'il avait un peu perdu pendant les 5 années à occuper la plus haute fonction de l'État. Tu me donnes le casque, Régis. Hop, sur les oreilles. Est-ce que vous êtes bien au niveau de la tête? Très bien. C'est bien? Vous êtes bien installé? On doit maigrir dans votre avion. Voilà, c'est parti. L'ancien locataire de l'Élysée a pris du recul. Et à présent, il aime apprendre une certaine hauteur. La présidence de la République, elle est exigeante. Donc j'ai pu retrouver, après l'Élysée, une liberté, pas totale, hein, mais de me déplacer, de me promener, de quiétude et de bonheur familial, personnel, de penser au temps qui passe et surtout au temps qui reste. À 63 ans, 1 an après avoir quitté ses fonctions, François Hollande commence une nouvelle vie. Et il nous a exceptionnellement ouvert les portes de son quotidien. Nous l'avons suivi pendant près de 3 mois. D'abord, dans son nouveau QG, rue de Rivoli, à 2 pas de l'Élysée. 6 collaborateurs, un maître d'hôtel et un cuisinier lui sont attribués pendant 3 ans. François Hollande touche 5 000 € de retraite comme président et 10 000 € pour les autres postes qu'il a occupés. Il bénéficie également de cet appartement de fonction de 300 mètres carrés. C'est ici qu'il a rédigé son livre consacré à sa parenthèse élyséenne, 288 pages, intégralement écrite à la main, sous le regard de ses 4 enfants. Est-ce que l'Élysée vous manque? Non, pas le cadre, pas le protocole, pas la vie au sens de ce qu'elle induirait de privilèges. L'activité, oui, peut me manquer. La décision, quand elle concerne le plus grand nombre, peut effectivement aussi me manquer. Je vois ce que j'aurais pu faire et dire dans certaines circonstances, mais il y a un moment, il faut aussi admettre de ne plus être président, on n'est pas à vie. Difficile de quitter le costume de chef d'État. Pour aller de l'avant, l'ancien président a créé sa fondation, appelée La France s'engage. Il enchaîne les déplacements à travers le pays pour promouvoir des initiatives privées d'intérêt général, comme ici à Lyon. Bonjour.
pour découvrir sur le terrain des associations. Ici même, c'est une conciergerie de quartier qui offre toute une série de prestations aux habitants. Donc, vous voyez la retouche couture par exemple, mais aussi de l'onglerie. Des écoles. Là, c'est un nouveau campus que nous venons d'ouvrir il y a un mois. Bonjour. Des startups innovantes que sa fondation soutient ou pourrait soutenir. Bonjour Monsieur le Président, est-ce que vous voulez goûter le goût du futur? Oui. Très bien. Eh ben, nous sommes une jeune start-up qui développons des alternatives à la viande à base de farine d'insectes. J'y vais alors. Hein, Bon appétit, trempé dans la sauce et voilà. C'est bon. Hein. Merci. Un vrai marathon avec à chaque étape des fans qui le prennent en photo. François Hollande donnerait presque le sentiment d'être en campagne. Juste un tir, voilà exactement, un petit tir. Tenez. Il n'est pas candidat, il n'est plus président, il s'est défini un nouveau rôle, celui d'entrepreneur social. Il prend le temps d'expliquer, d'échanger, Allez, à bientôt. À bientôt. de s'amuser même de ces petits couacs qui ont émaillé son mandat et écorné son image. On fait là, il pleut pas? Non, il pleut pas. Soyez pas désagréable. Je vais dire autre chose, mais j'ai un scooter au bureau, ils m'ont dit t'as pas le droit d'y aller. Pourtant, l'animal politique n'est jamais bien loin. Avec le maire PS de Villeurbanne, il évoque ses anciens collègues. Qu'est-ce qu'elle fait, Najat? Parce que quand je l'avais vue... Mais pas une fois, il ne prononce le nom d'Emmanuel Macron, même quand il analyse la stratégie de son successeur. On peut pas... Les municipales, ça ira pas forcément comme ils le pensent. Hein. Bon, non. Bah, ça dépend de nous. Oui, ça dépend de nous. Enfin, il y a un espace que le municipal, il faut quand même qu'on essaie de le garder intelligent. Il a ouvert un espace. Bah oui, parce que maintenant, il est vraiment il est sur la droite. Exactement. Donc, nous, on n'a pas besoin de changer. Il faut qu'on soit sur notre bonne ligne. Emmanuel Macron, l'ancien conseiller devenu président, et François Hollande, deux hommes séparés par une trahison, mais réunis le 28 mars dernier pour l'hommage de la nation au colonel Arnaud Beltrame. Ces images, elles nous sont familières, et pour ces hommes qui ont vécu ces épreuves... L'ex-chef d'État va y assister, c'est l'usage républicain. Cette cérémonie, cette attaque terroriste sur le sol français, ravive les heures les plus sombres de son mandat. C'est un mélange à la fois d'images qui me reviennent sur ce que nous avons déjà traversé comme épreuve et que j'ai eu l'occasion de présider à travers des cérémonies, et puis aussi cette idée obsédante que nous n'avons toujours pas terminée avec le terrorisme islamiste. C'est au président et au seul président de s'exprimer dans ces moments-là. C'est ce que j'ai toujours voulu comme chef de l'État, et c'est ce que je veux faire respecter aujourd'hui. Dans la cour des Invalides, François Hollande a pris place aux côtés de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Deux ex-présidents, côte à côte, et spectateurs. Arnaud Beltrame, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. C'est l'une des rares fois où François Hollande côtoie Emmanuel Macron. Depuis la passation de pouvoir sur les marches de l'Élysée, les deux hommes se sont recroisés, mais jamais reparlés. Moi, j'ai toujours pensé que le président élu devait l'être sans avoir besoin de recueillir l'avis de son ou de ses prédécesseurs. Et comme il avait été mon collaborateur, comme il avait été mon ministre, qu'est-ce qu'on aurait pensé s'il était venu chercher ou mon assentiment ou mon conseil? Mais s'il me l'avait demandé, peut-être qu'il n'aurait pas pris certaines décisions. Mais le temps viendra où le dialogue sera renoué. Mais bien sûr, il faut toujours que le dialogue non pas soit renoué, mais il soit possible. Mais ça ne pose aucune difficulté. Mais il faut qu'il soit discret s'il doit l'être, et franc parce que c'est nécessaire. Si certains ont pris leur distance et l'ont parfois ignoré après l'Élysée, d'autres ne l'ont jamais lâché, à l'image de Bernard Cazeneuve. Ce soir-là, les deux hommes et leurs compagnes viennent d'assister à une pièce de théâtre. Ils retrouvent Gérard Jugnot dans sa loge. Bon, notre ami alors, où est-ce qu'il est? Il est par là. Ah, elle fait... Non, non. On ne veut pas voir ça, il y a la télévision, il faut faire attention. Attention.
L'acteur est lui aussi un ami de François Hollande, rencontré sur les bancs du lycée Pasteur de Neuilly. Alors, on est un peu tendu, Pascal. 1h30 non-stop. Non, qui était tendu? Il y avait Cazeneuve. Il y avait Cazeneuve, oui, Cazeneuve est très impressionnant. C'est très impressionnant. Parce qu'il a voulu faire arrêter ce véhicule. Est-ce que tu crois que c'est une bonne pub pour toi je ne sais pas. De te compromettre avec les acteurs de boulevard. Oui. Et là, ils font un film sur Venise. Ça n'a rien à voir. Surtout pas question de politique, mais une visite des coulisses de la pièce de théâtre Les Raisons d'aimer. C'est ça le théâtre, il y a un gars dedans. C'est vide. C'est comme la politique. Ouais. Ça dépend. Ça dépend qui. L'amour, puis le désamour progressif des Français, François Hollande, lui, a tout connu. Un bilan contesté, un départ de l'Élysée dans l'indifférence générale, mal vécu également par les membres de sa garde rapprochée. Je pense que si François Hollande n'avait pas conduit l'action qu'il a conduite pendant le quinquennat, les résultats sur la croissance, l'investissement des entreprises ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que ses amis ont le devoir de le dire, puisque les autres ne le disent pas. C'est qu'il y a trop de silence autour de ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'injustice, une forme d'ingratitude et pour certains une certaine forme d'amnésie. François Hollande, lui, veut croire à des lendemains meilleurs et à une forme de revanche sur Emmanuel Macron qu'il gagnera peut-être avec le temps. Il y a des comparaisons qui se font. C'est souvent comme ça qu'on arrive à comprendre le passé par rapport au présent et peut-être aussi de pouvoir éclairer l'avenir aussi. Emmanuel Macron traverse aujourd'hui ses premières zones de turbulence. Pendant ce temps, François Hollande fait carton plein avec son livre. Le succès est tel qu'il a dû être réimprimé une 3e fois. Cherche-t-il pour autant à revenir sur la scène politique? Seule certitude, il veut écrire une nouvelle page de son histoire. Design, robustesse, polyvalence sont les qualités principales de Renault Alaskan. Pick-up de dernière génération, Alaskan apporte une réponse pertinente à chaque situation. Alaskan, c'est d'abord un 4x4 avec 5 vraies places au confort exceptionnel, assuré grâce à ses suspensions arrière multibras. Robuste et proposé avec de nombreux accessoires, il est conçu pour accompagner tous vos loisirs ou vos usages professionnels. Ainsi, sa benne, parmi les plus longues du marché, lui permet d'accueillir plus d'1 tonne de charge utile. Alaskan s'illustre également par sa capacité de remorquage allant jusqu'à 3,5 tonnes et privilégie la praticité à l'image de son ingénieux système d'arrimage avec point d'attache mobile. Alaskan, c'est aussi une efficacité extrême grâce à ses systèmes d'aides à la conduite sur terrain difficile. Travail ou loisir, route ou tout-terrain, vous l'aurez compris, avec Alaskan, Renault redéfinit la polyvalence au quotidien. L'appli BFM TV sur votre tablette. Je vends les choses que mes enfants n'utilisent plus sur Vinted. Prends une photo, ajoute ton article et vends sans frais. Gagne de l'argent. Télécharge gratuitement l'application Vinted. Pour booster vos ventes, nous vous proposons la bûche de chèvre au yuzu. Un bon lait de chèvre, ça se respecte. Soignons le chèvre depuis 1895. Chez ArthurImmo.com, 100% des agents immobiliers sont aussi experts immobiliers agréés. Acheter, vendre, louer, expertiser. Faites confiance à notre double compétence. Votre bien mérite notre expertise. ArthurImmo.com, le réseau national immobilier 100% expert. Nos yeux se protègent instinctivement des dangers qu'ils voient. Mais face à un danger invisible comme les UV, ils sont sans défense. Alors Zeiss invente la protection UV totale pour tous ces verres du quotidien. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Je m'appelle Pauline et ça fait 3 ans que je travaille pour Comme J'aime. Vous imaginez, vous, pouvoir mincir en mangeant du bœuf bourguignon, des tomates farcies ou du couscous? Chez Comme J'aime, nous avons adapté les recettes préférées des Français pour en faire des plats minceurs. C'était un sacré challenge, et on a réussi.
Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Vous recevez chez vous de bons petits plats, prêts en 2 minutes, et en plus, vous êtes suivi par une coach. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Shen Yun fait revivre la grandeur et la beauté d'une civilisation perdue. Un monde de splendeur, où les légendes reprennent vie. Découvrez la danse classique chinoise à Paris au Palais des Congrès les 6 et 7 avril et les 4, 5, 6 mai 2018. Réservez sur shenyun.com/fr 0805 386 386. Nouvelle Peugeot 308, à partir de 169 € par mois, avec entretien offert. Il est bientôt 23 h. Tout le plaisir d'un espresso unique avec le robot café DeLonghi qui vous garantira un café fraîchement moulu. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'espresso avec DeLonghi. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Excellente soirée en notre compagnie sur BFM TV. Il est pratiquement 23 h. La petite Angélique, violée et tuée le 25 avril dernier, sera inhumée samedi à Vambrechy. Une amie de l'épouse du tortionnaire présumé a accepté de répondre à nos questions. Elle raconte pour BFM TV le choc de cette femme trompée qui ne savait pas que son mari avait auparavant violé une mineure. C'est le grand angle de cette édition à 23h15. Macron-Mélenchon, la bataille a commencé. 2 jours après les débordements du 1er mai, le président pointe la responsabilité de la France insoumise dans la banalisation d'un discours de haine. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, on réplique, on y voit la charge présidentielle, le coup de menton d'un président ne supportant pas la contradiction. François Hollande ou la vie d'après, les caméras de BFM TV ont suivi l'ancien président pendant 3 mois en France et à l'étranger. Comment vit-il? A-t-il des regrets? Est-ce que le pouvoir lui manque? Document exclusif à retrouver dans quelques minutes. Les obsèques de la petite Angélique auront lieu samedi. Le suspect qui est passé aux aveux est écroué. Sa femme est effondrée. Ce soir, sa meilleure amie témoigne sur BFM TV. Elle affirme notamment que le meurtrier présumé a menti sur son passé. De lui, on ne connaît que cette photo. Celle d'un père de famille de 45 ans, souriant. Mais qui est vraiment David Rameau, l'homme qui a avoué le meurtre de la jeune Angélique? Nous avons pu rencontrer une amie de l'épouse de David Rameau. Elle connaît le couple depuis une dizaine d'années. Jamais, selon elle, David Rameau n'avait laissé transparaître sa face cachée de prédateur sexuel. Je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais vu s'énerver, jamais vu disputer ses enfants, il s'énervait jamais. Et il n'y a même pas de sentiment de trahison, de dégoût, de peur, parce que j'ai déjà été seul avec lui. On faisait la route, on conduisait les enfants, et on venait boire un café à la maison, ou moi j'allais boire un café chez lui. C'est épeurant. C'est vraiment un sentiment de trahison, de dégoût, de honte. Honte d'avoir pu être ami avec lui, quoi. À l'âge de 21 ans, David Rameau est condamné pour viol sur mineur et 2 agressions sexuelles. Il purge alors 6 années de prison. A-t-il sciemment caché ce passé judiciaire à son entourage? Sa propre femme, mariée avec lui depuis 16 ans, était-elle au courant? Selon cet ami du couple, David Rameau n'avait pas tout dit à son épouse.
Elle connaissait donc une partie du passé de son époux qui était qu'il avait fait de la prison en étant jeune car il avait violé une femme, pas une enfant, dans ce qu'il lui avait dit, et que il était sous l'influence de l'alcool avec des copains. C'était un délire débile, mais un délire de copains. Voilà, il s'était fait embarquer dans cette bêtise-là. Il m'a dit si j'avais vraiment su tout ce qui s'était passé, les viols, les agressions, l'enfant, les armes, toutes ces choses-là, il m'a dit j'aurais pris mes jambes à mon cou, je serais parti, je ne me serais pas marié avec un homme pareil. Il m'a dit c'était tout, c'était fini le jour où il m'avait dit ça. Le mercredi 25 avril, lorsque David Rameau ramène chez lui la jeune Angélique, 13 ans, il est seul à son domicile. Sa femme et ses 2 enfants sont en vacances. Selon le procureur, il la viole puis l'étrangle avant de cacher son corps dans cette forêt. Le lendemain, le chauffeur de bus part travailler comme tous les jours. Il ne laisse rien paraître. Personnellement, je l'avais croisé jeudi, où il me paraissait comme d'habitude, quoi. Enfin, du moins, moi, j'ai pas décelé, comme on est énormément chez nous, donc j'ai pas décelé une attitude suspecte. Enfin, vraiment, il y en a qui disent qu'ils espéraient qu'on retrouve la personne qui l'a enlevé. Après sa journée de travail ce jeudi-là, David Rameau retrouve chez lui sa femme. Elle vient de rentrer de vacances. Le couple évoque alors la disparition d'Angélique. La famille connaît bien celle de la jeune fille. Ils habitaient dans la même résidence il y a encore 2 ans. Et leur aîné, du même âge qu'Angélique, jouait souvent avec elle dans ce parc. Voilà donc l'épouse qui parle avec son mari de la disparition d'Angélique, sans savoir qu'il est le meurtrier. Elle est rentrée du soir et on a parlé tout simplement à son époux qui lui a dit ne pas être au courant et être choqué aussi que cette petite fille soit plus là, quoi. Et elle a trouvé son mari totalement normal, il n'y avait rien prévisible, rien du tout, la maison était normale, il n'y avait rien du tout. La seule chose qu'il lui a dit, c'est que forcément par rapport à son passé, il s'attendait à être arrêté et à être entendu. Donc elle lui a dit que oui, forcément, que ça allait arriver, mais que comme il n'avait rien à se reprocher, c'est tout, il allait être entendu et qu'il ressortirait après. Le samedi, les enquêteurs viennent chercher David Rameau sur son lieu de travail. Sa femme ne s'inquiète pas. Elle est entendue aussi par la police, mais séparément. Puis elle est libérée. Lui non, mais bon, après, toujours pareil, hein, jusque-là, ça lui paraissait normal. Et dimanche matin, comme tout le reste de Vambrechy, comme tout le monde, on a découvert à la télé que la personne qui avait été arrêtée était vraiment la personne qui avait fait du mal à Angélique. Donc elle a découvert cette nouvelle atroce comme tout le reste du monde. Sa femme se dit aujourd'hui effondrée et refuse de parler à son mari en détention provisoire. David Rameau, lui, aurait exprimé des regrets selon son avocat. Dans des lettres adressées à sa famille, il évoque ses troubles, ses pulsions et des choses qui sont en désordre dans sa vie. Mis en examen pour séquestration, viol et meurtre d'un mineur de moins de 15 ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La politique, un duel à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État a dénoncé les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation, des pyromanes indignés. Le patron de la France Insoumise n'a pas tardé à réagir, jugeant indignes les propos du président. Gaël Giordana. Même à 17 000 km de Paris, lorsqu'il finit son déplacement en Australie, Emmanuel Macron évoque ces images du 1er mai. Hors caméra, il tacle certains politiques. Les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation, c'est leur faute. Il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer la partie démocratique. Ils n'ont jamais accepté la défaite. Emmanuel Macron les compare à des pyromanes indignés. Mais qui sont ces élus visés par le chef de l'État ? Il apporte quelques précisions. Ceux qui ne croient à la démocratie que quand ils gagnent.
ceux qui proposent des manifestations ou des fêtes. Sans les nommer, Emmanuel Macron s'adresse aux élus de la France insoumise. Samedi prochain, le mouvement organise une manifestation appelée la fête à Macron. Et on va faire une série de prises de parole, de musique et tout ça, dans un premier temps, avant le départ de la manif avec des chars. La fête à Macron, l'expression est ambiguë et ça choque le président. À Paris, Jean-Luc Mélenchon, le patron des députés insoumis, lui répond. C'est pas digne de sa part de faire ça. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui croit dans ce pays que, après m'avoir entendu parler, quelqu'un se dit « Tiens, je vais sortir aller casser un McDo ». Tout ça est absurde. Et comment peut-il croire que les Français soient assez stupides pour le croire lui? Non, bien sûr, personne ne le croira. Un duel à distance où chacun y trouve son intérêt. Donc c'est une façon pour le président de la République de nous dire, au fond, la seule opposition qui existe face à moi et qui fait parler d'elle est une opposition trop radicale et qui va trop loin. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment tout bénéfice d'être présenté comme le leader de l'opposition, celui qui incarne mais qui organise aussi, qui souhaite organiser le combat contre le président de la République. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien, parce que quand on demande aux Français qui est le principal opposant à Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon qui répond. Le parcours de la fête à Macron devait initialement partir du Louvre, lieu où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire l'an dernier. Après les débordements du 1er mai, le cortège partira finalement de l'Opéra. Selon les organisateurs, 200 personnes doivent en assurer la sécurité. Bruno Jeudi, éditorialiste politique BFM TV. On l'a vu, ça se corse entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. On a l'impression quand même ces deux adversaires, parce qu'il s'agit de ça à l'heure actuelle, ne sont pas mécontents de s'être trouvés, voire se sont choisis. C'est vrai qu'il y a une part de jeu de rôle dans la séquence que nous vivons actuellement, avec un Emmanuel Macron qui, depuis le bout du monde, puisqu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il était en Australie les 2 jours précédents, en quelque sorte a fait devant des journalistes, a commenté un peu le 1er mai, et surtout commenté les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, sans le citer. Mais on voit bien, quand il parle des pyromanes indignés, quelque part, il continue à ériger Jean-Luc Mélenchon en chef de l'opposition, et c'est comme ça au fond depuis le début du quinquennat. Oui. Dès le début du quinquennat, ses premières interventions, quand il parlait des oppositions, c'était d'abord l'opposition de Jean-Luc Mélenchon. Et tout ça, ça fait plutôt les affaires de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, pour le coup, le 3e homme de la présidentielle, s'est trouvé comme ça propulsé comme le premier des opposants. Et globalement, ça marche, puisqu'on le voit dans les sondages. Lorsqu'on interroge les Français, ce fut le cas pour Elab il y a 2 jours, dans l'IFOP pour Paris Match, c'est exactement pareil. Jean-Luc Mélenchon, et pour les Français, incarne le premier opposant à Emmanuel Macron, loin devant Laurent Wauquiez pour les Républicains, et Marine Le Pen, qui quand même est la finaliste de la présidentielle de 2017, et qui se trouve loin derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est tout bénif pour la France insoumise, et pour Emmanuel Macron, ça l'arrange, parce que lui, il continue à organiser son nouveau monde politique, lui en force centrale du centre-gauche au centre-droit, laissant les extrêmes comme seul opposant. Les extrêmes, d'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre Marine Le Pen. Donc on étouffe très bien le jeu politique pour l'instant, de part et d'autre, c'est gagnant-gagnant. Mais pour combien de temps ça peut durer, ce jeu de dupes, ce jeu de rôle? Il y a bien un moment où ça risque de craquer, ou que ce soit du côté des LR ou que ce soit du Front National, ça risque de chauffer un peu, non? Vous avez raison, là on termine la première année du quinquennat, et c'est vrai que dans cette première année, Emmanuel Macron continue à dominer la vie politique de la tête et des épaules, et au fond on voit bien que les oppositions et même Jean-Luc Mélenchon ont quand même du mal à tenir la dragée haute à Emmanuel Macron, qui reste quand même assez populaire dans les sondages quand on regarde de près. 45% des Français approuvent l'action du président de la République dans le dernier baromètre IFOP Paris Match. 45%, c'est beaucoup. À la même époque, en 2013, François Hollande, c'était 21%, et Nicolas Sarkozy en 2008, à la même époque, donc c'était 28%. Donc on voit quand même qu'Emmanuel Macron est un président qui certes est minoritaire dans l'opinion, mais quand même
assez haut. Alors après, combien de temps ça peut durer? Je pense que ça peut aussi lasser les Français. Parce que les Français, quelque part, ce jeu de rôle entre la France insoumise et le président de la République, d'abord, on sait que dans les oppositions, les Républicains aujourd'hui restent d'abord les plus nombreux à l'Assemblée nationale, qu'il va y avoir des européennes, que Marine Le Pen, même si sa personne a été affaiblie par la présidentielle, les électeurs sont toujours là. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur des intentions de vote. Marine Le Pen reste très haute. Et aux européennes, avec ce qui se passe en Europe, et on l'a vu récemment avec la décision, la proposition d'un budget en baisse de 5%, c'est un coup de booster pour les populistes en Europe et peut-être en France également. Donc il y aura les européennes. On verra à ce moment-là où en sera la République en marche d'Emmanuel Macron. Il faut se souvenir quand même que Nicolas Sarkozy, qui avait tenté ce mano à mano avec à l'époque Olivier Besancenot érigé en premier opposant, ça avait duré une année et ça s'était terminé après. Il y a une échéance. On a vu évidemment les débordements du 1er mai, on a vu les images de casse. Il y a une nouvelle échéance, c'est le 5 mai, samedi, la fête à Macron, dixit les affiches de François Ruffin, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette mobilisation qui se veut festive, joyeuse. Je disais un enjeu parce que celui peut-être pour Emmanuel Macron de montrer que l'État contrôle la rue et peut-être aussi pour Jean-Luc Mélenchon de montrer qu'il ne cautionne pas la violence qu'aujourd'hui lui reproche le président de la République. Absolument. D'abord, le premier enjeu, ce sera un enjeu de sécurité, avec ce qui s'est passé le 1er mai, où globalement le gouvernement est sous le feu des critiques pour avoir laissé les casseurs finalement pouvoir se livrer à leurs exactions sur les vitrines des commerces parisiens pendant presque 3 quarts d'heure. Certes, il n'y a pas eu de victimes ou 3 ou 4 blessés très légers, mais il y a beaucoup de casses et les images ont beaucoup choqué l'opinion. On a vu l'embarras du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre et le président de la République, quelque part ouvrant une polémique avec Jean-Luc Mélenchon pour faire un peu éteindre un peu l'incendie de cette polémique. Donc samedi, il y a un rendez-vous pour les forces de police. On verra si les Black Blocs, puisqu'on les appelle comme ça, ces casseurs, reviennent perturber la manifestation. Il y a un enjeu aussi quelque part, presque j'allais dire, de faire respecter le droit à manifester. Et c'est vrai que de ce point de vue, la France insoumise, enfin en tous les cas les amis de la France insoumise et de François Ruffin veulent manifester samedi contre le chef de l'État. Donc il y a un enjeu de sécurité. Il y a aussi quelque part de l'autre côté un enjeu de responsabilité pour les gens de la France insoumise. C'est vrai qu'il y a une polémique autour de l'affiche avec ce lancement de légumes qui rappelle le jet des pavés. Absolument, cette image détournée d'un lanceur de pavés de 68 où à la place de pavés on a mis des navets et des radis, puisque la fête c'est la manif pot-au-feu, puisque c'est comme ça qu'elle a été surnommée par François Ruffin. Il y a aussi le slogan, la fête à Macron, un mot qu'on peut prendre dans les deux sens, et le Premier ministre s'est livré a commencé un peu à attaquer la France insoumise sur ce terrain-là. Donc il y a aussi un enjeu de responsabilité pour les gens de la France insoumise, et de ce point de vue, il y a quand même un petit peu, j'allais dire, ils entretiennent une ambiguïté. Un dernier élément, Bruno, François Hollande était l'invité ce soir de Routel Krief, l'ancien président de la République, qui cartonne, j'allais dire, en librairie avec son livre. François Hollande qui s'est exprimé aussi sur l'exit tax, cette exit tax qui était voulue à l'époque par Nicolas Sarkozy, mise en place par Nicolas Sarkozy, et qu'Emmanuel Macron veut supprimer dès l'année prochaine. Il y a eu déjà beaucoup de réactions. Écoutons celle de l'ancien président de la République. Si j'avais besoin de donner une confirmation de mes propos, on ne s'y serait pas pris autrement pour me donner raison. Donc vous êtes choqué? Je ne sais pas que je suis choqué, ça s'inscrit dans la même démarche, celle de favoriser les plus fortunés. Parce que ceux qui vont bénéficier de ce dispositif, peu nombreux d'ailleurs, vont être forcément les plus fortunés. Est-ce que ça n'encouragera pas le dynamisme de l'économie française? Puisque ça va permettre à des capitaux de partir. Si l'on pense que c'est une bonne chose pour l'économie française d'inciter ceux qui ont des capitaux de partir à l'étranger, alors on doit être absolument pour cette disposition. C'est bis repetita avec François Hollande versus Emmanuel Macron. Il y a 10 jours de ça, il le qualifiait de président non des riches mais des très riches. Et là, il enfonce le clou par rapport à cette exit tax. Il condamne.
il se dit choqué par la suppression de cette exit tax et il enfonce le clou puisqu'il, cette fois-ci, il emploie l'expression c'est le président qui avantage les plus fortunés. C'est vrai que c'est un peu le poil à gratter d'Emmanuel Macron sur le côté, j'allais dire, de la gauche social-démocrate. Il occupe un peu un terrain finalement que le PS a délaissé et c'est vrai que à la faveur de cette tournée, de cette promotion pour son livre, François Hollande règle ses comptes en quelque sorte avec celui qu'il avait fait ministre en 2014 et qui l'a trahi à l'été 2016. En même temps, ce soir, j'ai noté plutôt de la modération. Il a plutôt baissé d'un ton par rapport à Emmanuel Macron, par rapport notamment à ses interventions précédentes et sa formule un peu déplacée sur le couple passif que Macron constituerait avec Donald Trump, une expression qui a créé la polémique et qui avait d'ailleurs été vivement dénoncée par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Merci beaucoup Bruno Jeudi pour votre analyse sur cette thématique, entre autres. On va revenir sur l'après 1er mai, l'après débordement surtout du 1er mai. 34 casseurs présumés ont été déférés cette nuit et seront présentés au procureur ce vendredi. Demain, plusieurs autres se sont vus notifier un rappel à la loi. 6 d'entre eux devaient être jugés en comparution immédiate, mais ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Virginie Saint-Silly, au Palais de Justice de Paris pour BFM TV. Les 6 personnes interpellées, présentées à des juges aujourd'hui en comparution immédiate, ont toutes demandé le renvoi de leur procès pour obtenir un délai supplémentaire afin de mieux préparer leur défense. Toutes ces demandes ont été acceptées, mais avec des conditions différentes. Par exemple, 5 passeront à nouveau devant les juges le 30 mai prochain. Et parmi eux, 2 sont placés en détention provisoire en l'attente de leur procès. 2 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Enfin, un autre n'est soumis à aucune mesure de sûreté. Le 6e interpellé, quant à lui, avait un profil psychologique plutôt fragile. Son procès aura lieu le 12 juin prochain. En attendant, il est soumis à une obligation de soins et une expertise psychiatrique a également été demandée. Au-delà de ces comparutions immédiates, une quarantaine de personnes étaient toujours en garde à vue aujourd'hui. 34 d'entre elles seront déférées ce vendredi matin au parquet. 23h19, les CRS auraient pu intervenir dès le début des débordements. L'un d'entre eux, qui était dans le dispositif, affirme qu'il savait ce qu'il se passait, mais qu'il a fallu 3 quarts d'heure pour qu'arrive l'ordre d'intervention. À hauteur de la tête du pont d'Austerlitz, c'est commencé le début sur le boulevard de l'Hôpital. On a entendu là, dès qu'ils ont commencé à se regrouper, début des hostilités. Donc c'est-à-dire que quelques individus commençaient déjà à lancer des projectiles, commençaient à détruire du mobilier urbain. Et les ordres d'intervenir sont arrivés 3 quarts d'heure après. On attend les ordres. Nous, le fonctionnement d'une unité, on est en unité constituée, on ne bouge que sur ordre. Tant qu'on n'a pas d'instruction, on reste en barrage. Donc des gens venaient nous voir, venaient à notre rencontre en nous disant ils sont en train de tout casser là-bas, ils mettent le feu à un McDonald's, mais voilà, on ne bougeait pas. On est frustrés. Les hommes sont frustrés. On sait qu'à 200 mètres de nous, ça commence à casser, ça commence à lancer des projectiles envers nos collègues qui sont peut-être en face. Et nous, on attend, on est dans l'immobilisme. Et c'est ce que je trouve regrettable et honteux, quoi. C'est là qu'il aurait fallu intervenir. Du fait qu'ils avançaient sur le boulevard de l'Hôpital, nous étant sur une perpendiculaire avec une autre compagnie, on aurait pu venir scinder gentiment la manifestation, c'est-à-dire se glisser entre les black box et les manifestants lambda, de façon bien évidemment à éviter des dommages collatéraux, que de personnes soient blessées. Et après, de façon à pouvoir les encager, quoi. Peut-être qu'il aurait fallu mettre un petit peu plus de compagnie, surtout, bon, vu le contexte actuel des différents mouvements sociaux qu'il peut y avoir, qu'on peut connaître depuis le mois de mars. Alors, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Les gens manifestent, on va mettre du policier partout, on va dire qu'on est là pour exciter les foules. Non, pas du tout. Moi, je pense que sur un défilé comme ça, où on savait que des risques allaient intervenir, il aurait fallu encager cette manifestation, c'est-à-dire que disposer des unités sur les côtés droit et gauche du cortège et qui remontaient en même temps que les gens, de façon à pouvoir intervenir aussi rapidement dès le moindre incident.
La grève des cheminots, elle continue. Pour demain vendredi, la direction prévoit toujours des perturbations avec un TGV et un Transilien sur 2, 2 TER sur 5 et vous le voyez, un Intercité sur 3. Plusieurs centaines de cheminots se sont justement rassemblés à la mi-journée aux abords de l'école militaire à Paris. Ils ont été rejoints par quelques étudiants, quelques enseignants et aussi des postiers pour accentuer la pression sur le gouvernement. La cagnotte de 1 million d'euros récoltée sur Internet pour financer la grève a été remise aux organisations syndicales. Leslie Cadieux nous en dit plus. Il faut le dire, votre grève soulève de grands espoirs dans le pays. Écrivaines, avocats, comédiens, mathématiciens ou encore institutrices, ils sont plus de 25 000 à avoir contribué financièrement à cet élan de solidarité. Et il y a des gens qui nous disent j'ai une toute petite retraite, je peux donner que 5 €, mais le mois prochain, le mouvement va durer, je reviendrai redonner 5 €. Et ça vient véritablement de toute la France. Et même on a des solidarités de cheminots anglais, espagnols, italiens, allemands et tout. Un geste symbolique, car la cagnotte n'a pas encore réellement atteint le 1 million d'euros, mais s'en approche fortement et s'accompagne surtout de nombreux messages de soutien. On a des milliers de messages, on a 7000 messages aujourd'hui que tout le monde peut lire. Et les messages disent tous la même chose. C'est des messages pour les cheminots. Tenez bon, allez jusqu'au bout, on sera là. Concrètement, toutes les organisations syndicales se sont regroupées pour créer une association qui sera habilitée à redistribuer l'argent aux grévistes, qu'ils soient syndiqués ou non. Ça va nous permettre d'aider les collègues en difficulté, particulièrement ceux qui sont les plus petits salaires, les femmes seules avec enfants, les couples de cheminots, on en a beaucoup aussi, et qui sont en grande précarité, en grande difficulté, mais qui ne veulent pas lâcher. Près d'1 million d'euros récoltés en un mois. Les organisateurs espèrent désormais doubler la mise d'ici le 7 juin, date provisoire de clôture de cette cagnotte. Rien ne bouge. À Toulouse, les étudiants de l'université du Mirail ont voté la poursuite du blocage jusqu'au 9 mai, alors que le tribunal administratif a, lui, ordonné le déblocage. Ce qu'on dit et ce qu'on dénonce, c'est la stratégie de répression et de criminalisation du mouvement social par le gouvernement. Pour nous, la menace d'intervention des forces de l'ordre au Mirail, elle rentre dans un contexte plus général de répression de l'ensemble des mobilisations en ce moment. Et donc voilà, nous, on attend de faire du Mirail un exemple pour montrer que aujourd'hui le Mirail, il est sous le feu des projecteurs. On a reçu des soutiens de différents secteurs, des cheminots, d'autres facs, de Sciences Po, Toulouse qui a bloqué aujourd'hui. On n'est pas tout seul. Effectivement, on reste mobilisé et la menace des forces de l'ordre ne nous intimidera pas, quoi. Booster l'économie et mieux préparer les retraites, c'est le but affiché par le gouvernement pour la loi Pacte, une loi dont le ministre de l'économie Bruno Le Maire a dévoilé les principales orientations dans le Parisien ce matin. Il annonce ainsi des mesures avantageuses pour favoriser l'épargne retraite. Marie Duquesne. Permettre aux Français de mieux se préparer à la retraite, mais aussi mieux financer l'économie, c'est l'objectif visé par Bruno Le Maire. Pour y parvenir, le ministre veut rendre l'épargne retraite plus attractive. Aujourd'hui, ce dispositif représente 200 milliards d'euros contre près de 2100 milliards pour le livret A et l'assurance vie, insuffisant pour Bercy. Pour booster l'épargne retraite, Bruno Le Maire annonce donc des améliorations aux différents dispositifs. Actuellement, les entreprises peuvent ouvrir des comptes retraite pour leurs salariés, des comptes alimentés par des versements de l'employeur ou du salarié. Dans l'avenir, le ministre souhaite que ces comptes puissent suivre le travailleur d'une entreprise à l'autre, même en cas de changement de métier. Il prévoit également la possibilité de débloquer plus facilement les fonds versés, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. Autre annonce, en cas de décès, le conjoint pourra toucher une pension de réversion, une option réservée aujourd'hui à certains contrats seulement. Le ministre annonce aussi des incitations fiscales, tant pour les comptes retraite ouverts en entreprise que pour les dispositifs souscrits par les épargnants auprès des banques ou des mutuelles. Si vous versez 1 000 € sur ces comptes retraite, vous pourrez déduire ce montant de vos revenus imposables dans la limite des plafonds déjà prévus. Enfin, l'argent débloqué sous forme de rente bénéficiera d'un traitement fiscal plus avantageux. Avec ces incitations, Bercy espère attirer 100 milliards d'euros vers ses comptes retraite d'ici la fin du quinquennat. À l'international maintenant, une centaine de personnes mortes en Inde en raison d'une série de tempêtes de sable. La nuit dernière, c'est la saison des tempêtes, mais d'après les habitants des deux régions touchées, cela fait 25 ans qu'elles n'avaient pas été aussi violentes. Sophie Béchir. Voici les conséquences des tempêtes qui ont dévasté le nord de l'Inde. Des vents à plus de 130 km/h qui ont tout emporté, transformant les arbres, les pylônes et les toits en projectiles.
Un épisode climatique qui se reproduit chaque année en Inde, mais cette fois sa violence aura surpris les habitants, provoquant la mort d'au moins 116 personnes. La région très touristique de l'Uttar Pradesh a été la plus touchée. C'est là que se situe le Taj Mahal, monument admiré chaque année par des millions de touristes. Ici, près de 8000 pylônes électriques se sont effondrés et certains habitants font le bilan des dégâts matériels. Toute notre maison s'est effondrée. Nos affaires, comme nos bijoux, un frigo, une télé, un ventilateur, tout était à l'intérieur de la maison. Les autorités indiennes appellent désormais à la vigilance. Selon les services météorologiques, de nouvelles tempêtes pourraient survenir au cours des 48 prochaines heures. La pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an dans le monde, alerte l'OMS selon un bilan publié par l'Organisation mondiale de la santé. 9 habitants sur 10 respirent quotidiennement un air trop chargé en particules fines. Nella Prodhomme, Célia Geneste avec Anne-Sophie Varmont pour BFM TV. Dans ce café coworking, des plantes vertes ont été installées, ainsi que des purificateurs, avec un objectif, assainir l'air ambiant. Les personnes qui s'installent ici viennent travailler pour une durée qui va être d'une heure à une journée. En général, c'est 2-3 heures. Du coup, le but, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour travailler, passer un bon moment. Mieux travailler, se sentir bien et surtout en bonne santé. Car l'Organisation mondiale de la santé a dressé un constat alarmant. 9 habitants sur 10 respirent quotidiennement un air trop chargé en particules fines. Une pollution qui tue chaque année 7 millions de personnes dans le monde. Pour certains polluants, vous pouvez retrouver dans l'air extérieur et dans l'air intérieur, comme par exemple les particules ou les oxydes d'azote. Et vous avez aussi des polluants qui sont spécifiques de l'air intérieur, comme par exemple le formaldéhyde qui est émis par les peintures, par les meubles, par les solvants, par les sols. Et donc ce sont des composés qui peuvent être irritants, qui peuvent être toxiques. Certaines entreprises se sont donc spécialisées dans la commercialisation de systèmes pour nettoyer l'air. Pollen, acariens, moisissures, fumée de cigarettes, etc. Et le but, c'est qu'il produit des ions négatifs par des aiguilles qui vont toucher tout ce qui est polluant de l'air et qui vont les précipiter au sol. Mais pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la solution la plus efficace pour dépolluer son logement est de l'aérer régulièrement. L'actualité, pratiquement 23h30 en direct sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, la petite Angélique, violée et tuée le 25 avril dernier. Elle sera inhumée samedi à Vambrechy. Une amie de l'épouse du tortionnaire présumé de la fillette a accepté de répondre à nos questions. Elle raconte le choc que vit cette femme trompée qui ne savait pas que son mari avait auparavant violé une mineure. C'est le grand angle de cette édition. Macron-Mélenchon, la bataille a commencé. 2 jours après les débordements du 1er mai, le président pointe la responsabilité de la France insoumise dans la banalisation d'un discours de haine. La France insoumise réplique et voit dans la charge présidentielle le coup de menton d'un président ne supportant pas la contradiction. Et puis François Hollande, où la vie d'après, les caméras ont suivi l'ancien président pendant 3 mois en France et à l'étranger. Comment vit-il? A-t-il des regrets? Est-ce que le pouvoir lui manque? Document exclusif à retrouver dans quelques minutes. Les obsèques de la petite Angélique auront donc lieu dans 48 heures. Le suspect qui est passé aux aveux est écroué et sa femme est effondrée. En fait, sa meilleure amie a témoigné sur BFM TV. Elle affirme notamment que le meurtrier présumé a menti sur son passé. Réaction. Là, elle est au fond du trou. Donc, elle était dans le train du jeudi et elle s'intéressait aux informations. Et c'est là qu'elle a découvert qu'une petite fille de Vambrechy avait disparu. Et elle est rentrée du soir et on a parlé tout simplement à son époux qui, lui, a dit ne pas être au courant et être choqué aussi que cette petite fille soit plus là, quoi. Les policiers ne l'ont pas appelée pour la prévenir, quoi que ce soit. Elle l'a su comme nous. Que le suspect qu'ils avaient arrêté et qu'ils interrogeaient depuis tout le samedi, de la nuit, tout ça, avait avoué. Et qu'il avait conduit les policiers sur le lieu où ils ont retrouvé Angélique. Donc là, voilà, son univers s'est effondré. Et c'est très bizarre parce que j'ai un peu honte de le décrire de cette façon-là. Mais c'était quelqu'un de souriant, de très calme, de très posé, de très agréable. Il disait toujours bonjour, toujours le sourire au visage. Et je ne l'ai jamais vu en colère. C'est vraiment un sentiment de trahison, de dégoût, de honte. Honte d'avoir pu être amie avec lui, quoi.
Restez avec nous en direct sur BFM TV. Débrief avec Jean-Baptiste Boursier, ses invités. Salzbourg-OM, demi-finale, retour de Ligue Europa. Le coup de sifflet final il y a quelques secondes. C'est à suivre en direct.